Paris, 31 juillet 2017. Dans un appartement feutré du 8e arrondissement, au cœur de la capitale française, le corps sans lit de Jeanne Moreau est retrouvé. Pas d'annonce officielle, pas de famille en larmes, pas de caméras à sa porte. Une mort presque secrète, comme si elle n'avait jamais existé. Et pourtant, elle était l'une des dernières légendes vivantes du cinéma français. Pendant plus d'un demi-siècle, elle a hanté nos écrans avec une grâce féline, une voix grave reconnaissable entre mille, un regard à la fois tendre et terrible. Elle ne jouait pas, elle incarnait, elle brûlait. Elle était la femme libre, une muse insaisissable, une amante adorée, mais trop souvent abandonnée. Une icône, certes, mais surtout une âme en exil permanent. Orson Welles disait d'elle qu'elle était la meilleure actrice du monde. Truffaut, Malle, Antonioni, Buñuel, tous l'ont désirée, dirigée, parfois détruite. Mais aucun ne l'a jamais vraiment comprise. On l'a vue triompher à Cannes, à Venise, au César. On l'a applaudi dans Ascenseur pour l'échafaud, Jules et Jim, La Note. Mais personne ne l'a vraiment regardée en dehors des projecteurs. Elle a aimé des hommes puissants, brillants, mais tous l'ont laissée plus seule qu'avant. Elle a fui les conventions, les étiquettes, les attaches, au point de se détacher peu à peu du monde. Elle confie un jour « Je n'ai jamais été celle qu'on croyait. Je suis un labyrinthe. Même moi, je m'y perds. » Alors, comment une femme aussi adorée a-t-elle pu s'éteindre dans le silence? Pourquoi une star de son ampleur a-t-elle disparu sans que personne ne tende la main? Était-ce une volonté? Une punition? Un dernier rôle tragique qu'elle s'est écrit elle-même? Ce que l'on va vous révéler n'a rien du conte de fées. Car derrière l'icône se cache un drame. Une histoire de blessures profondes, de trahison, de solitude et de vérité trop longtemps enterrée. Mais la vérité derrière tout cela est bien plus sombre. Avant d'être une icône, elle était une enfant. Et cet enfant s'appelait Jeanne. Née un 23 janvier 1928 à Paris, dans un monde qui ne lui offrait rien d'avance. Son père, Anatole Désiré Moreau, était un modeste restaurateur originaire d'Angers. Sa mère, Catherine Beuclet, était une danseuse anglaise de cabaret, venue à Paris avec des rêves de paillettes, mais qui se sont vite éteints. Le mariage de ses parents était une guerre froide, rythmée par le silence, le mépris et la distance. Jeanne grandit dans un climat glacial, tiraillé entre deux cultures, deux langues, deux modèles de femmes, et surtout deux adultes qui ne l'ont jamais vraiment regardée. Elle a à peine 5 ans lorsqu'elle comprend que l'amour ne sera pas gratuit, que, pour exister, il faudra séduire ou disparaître. Sa mère, obsédée par la réussite, pousse Jeanne vers la danse, la tenue droite, la perfection. Son père, lui, voit d'un très mauvais œil toute ambition artistique. Il veut une fille rangée, docile, invisible. Alors, Jeanne se tait, elle observe, elle attend. Et dans ce silence, elle développe une arme redoutable, l'intuition. Enfant, elle se réfugie dans les cinémas de quartier. Elle y découvre Garbeau, Dietrich, Vivien Leigh. Des femmes puissantes, tragiques, désirées et insoumises. Elle les dévore des yeux, et dans le noir de la salle, elle se dit « Moi aussi, un jour, je serai regardée comme ça. » Mais à la maison, l'enfer continue. Ses parents se disputent, sa mère repart vivre à Vichy. Jeanne est ballottée d'une ville à l'autre. Aucune stabilité, aucun ancrage. L'adolescente devient sauvage, indomptable. Elle ment, s'invente des identités. Elle joue, déjà. À 16 ans, contre l'avis de son père, elle passe le concours du Conservatoire national d'art dramatique de Paris. Elle est reçue, major. Et c'est là que tout bascule. Sous la direction de maîtres exigeants, elle découvre la tragédie classique, les textes de Racine, Molière, Shakespeare. Mais elle s'en lasse vite. Elle trouve le théâtre trop rigide, trop codé. Elle veut une parole vraie, un jeu nu, cru, vibrant. Elle rejoint alors la Comédie Française, le temple du théâtre français. Mais même là, elle se sent étrangère. Trop moderne, trop sensuelle, trop libre. Elle quitte la troupe et choisit la marge. Elle joue dans de petits théâtres, accepte des rôles que personne ne veut.
apprend à survivre avec presque rien. Pendant des mois, elle dort sur un matelas au sol, vide de soupe et de silence. Mais une chose est déjà claire. Jeanne Moreau ne sera jamais une actrice comme les autres. Ce n'est pas la technique qui l'intéresse, c'est la faille, l'accident, la vérité. Elle dit « Sur scène, je veux être nue, pas le corps, l'âme ». Dans les années 1950, elle commence à tourner dans quelques films mineurs, des rôles de femme fatale, de bourgeoise, de maîtresse. Mais toujours, elle y glisse son trouble, une énigme. Les réalisateurs ne savent pas encore quoi faire d'elle. Elle n'est pas assez blonde, pas assez sage, pas assez docile. Mais elle continue. Parce qu'elle sait. Elle sent qu'un jour, le monde viendra à elle. Et ce jour approche. Mais avant d'être désirée, elle a dû apprendre à ne compter que sur elle-même. Car Jeanne Moreau n'est pas née dans la lumière. Elle a grandi dans l'ombre. Et c'est précisément cette obscurité-là qui allait nourrir toute son œuvre. Au début des années 50, le nom de Jeanne Moreau ne dit encore rien à personne. Elle apparaît dans quelques films oubliables, des drames bourgeois, des polars sans âme, des rôles d'épouse ou de maîtresse, figés, inoffensifs. Mais même dans ces rôles secondaires, quelque chose cloche. Elle dérange. Elle hypnotise. Trop vraie, trop trouble, trop moderne pour son époque. Le public ne sait pas encore quoi penser d'elle. Mais ceux qui la regardent vraiment comprennent qu'elle a quelque chose d'inédit. Et puis, en 1957, un jeune réalisateur du nom de Louis Malle l'a choisi pour un film noir, tendu, étrange. Ascenseur pour l'échafaud. C'est un choc. La caméra s'attarde sur elle comme sur un secret qu'on ne veut pas percer. Et sa voix, cette voix rauque, déraillée, presque masculine, devient la bande-son d'une génération en rupture. Le film est porté par une bande originale inoubliable, Miles Davis, qui improvise sa trompette sur les images de Jeanne errant dans les rues de Paris, seule, sous la pluie, fugitive, amoureuse, perdue. Elle ne dit presque rien, mais on ne voit qu'elle. Du jour au lendemain, Jeanne Moreau passe de l'ombre à la lumière. Louis Malle devient son amant. Leur relation est aussi passionnée qu'orageuse. Mais pour la première fois, un homme de cinéma la regarde pour ce qu'elle est vraiment. Une actrice qui joue avec ses propres cicatrices. S'ensuit une série de films marquants. Les Amants, 1958, qui choque par sa sensualité assumée. Moderato Cantabile, qui lui vaut le prix d'interprétation à Cannes en 1960. Et surtout, Jules et Jim de François Truffaut. Avec ce film, Jeanne devient éternelle. Elle y incarne Catherine, une femme libre, imprévisible, insaisissable, qui aime deux hommes à la fois sans jamais s'excuser. Un rôle écrit pour elle, un miroir troublant. Car Catherine, c'est Jeanne. Une femme que les hommes aiment sans jamais la posséder. Truffaut tombe lui aussi amoureux d'elle, mais comme les autres, il ne parvient pas à la garder. Au même moment, elle séduit le monde entier. Antoniani la dirige dans La Notte, aux côtés de Marcello Mastroianni. Buñuel l'immortalise dans Journal d'une femme de chambre. Wells l'appelle la flamme européenne du cinéma. Même les anglo-saxons, longtemps réticents, finissent par céder. Elle tourne en anglais, en italien, en allemand. Elle devient l'ambassadrice d'un cinéma exigeant, charnel, existentiel. Et pourtant, au sommet de sa gloire, elle reste insaisissable. Elle refuse les films commerciaux, elle décline Hollywood, elle dit non au rôle de femme décorative. Elle veut tout contrôler, son image, ses choix, son destin. Elle commence à réaliser, à écrire. Elle chante aussi sur des textes de Marguerite Duras ou Boris Vian. Elle devient une figure de l'intelligentsia parisienne, amie des écrivains, des philosophes, des fous. Mais derrière les sourires en festival, les cicatrices demeurent. À force de refuser les codes, elle s'attire aussi des ennemis. Certains producteurs la jugent arrogante, d'autres la trouvent vieillissante, difficile à cadrer. Elle dérange parce qu'elle pense, elle gêne parce qu'elle ose. Dans les années 70, les propositions se raréfient. Le monde du cinéma, déjà en train de muter, la considère comme une actrice d'un autre temps. Mais elle s'en moque. Elle préfère le théâtre, la scène, l'intime. Elle dit « Je n'ai jamais été une star, j'ai été une présence ». Et c'est vrai.
Jeanne Moreau n'a jamais brillé comme les autres. Elle a consumé, elle a incendié, elle a brûlé les frontières entre l'actrice et la femme. Sa gloire n'a jamais été un sommet, c'était une ligne de crête. Et elle savait qu'un jour ou l'autre, il faudrait redescendre. On l'admirait pour sa liberté. Mais cette liberté, elle l'a aussi payée très cher. Plus les années passaient, plus Jeanne Moreau devenait un paradoxe vivant. Adulée, mais isolée. Respectée, mais de plus en plus seule. Ceux qui la voyaient en couverture de magazine ignoraient qu'à l'intérieur, elle luttait contre des fantômes que personne ne voulait voir. Ses relations amoureuses, toujours passionnées, finissaient systématiquement dans le silence ou le drame. Avec Louis Malle, c'était l'orgueil contre l'orgueil. Avec Truffaut, une dévotion impossible à équilibrer. Avec Pierre Cardin, l'union de deux esprits puissants mais incapables de se comprendre. Chaque homme l'admirait, oui, mais aucun ne la portait. Et Jeanne, fière, refusait d'avouer qu'elle avait besoin de quelqu'un. Elle disait souvent « L'amour, pour moi, a toujours été un naufrage élégant. » Elle fuyait l'attachement comme on fuit la prison, mais au fond, elle aspirait désespérément à la tendresse. Peu à peu, l'alcool devient un compagnon discret mais fidèle. Le vin, le whisky, les verres vides après les soirées trop pleines. Jeanne ne criait jamais son mal-être, elle le buvait. Certains soirs, seule dans son appartement parisien, elle écoutait du jazz américain à faible volume, les rideaux tirés, les lumières éteintes, et elle écrivait. Des pensées noires, des lettres jamais envoyées, des monologues qu'elle ne jouerait jamais. Les producteurs, eux, commencent à se détourner d'elle. On lui reproche d'être difficile, exigeante, trop cérébrale. On veut des actrices jeunes, lisses, obéissantes. Pas une femme de 50 ans qui parle de Dostoïevski et de solitude. Elle continue pourtant. Elle tourne encore, mais de plus en plus dans l'indifférence générale. Sa voix devient rauque, son regard plus inquiet, ses gestes plus rares. Dans les années 80, elle accepte des projets plus confidentiels, parfois étranges, parfois brillants, mais presque toujours ignorés du grand public. Elle joue pour exister, pas pour plaire. Et plus le monde la regarde de moins, plus elle devient invisible. Les interviews deviennent rares. Quand elle accepte de parler, c'est avec une franchise déconcertante. Elle avoue « Je suis une femme seule, mais je préfère la solitude au mensonge. » Sa santé, elle, décline en silence. Elle refuse de se soigner correctement. Elle déteste les médecins, les hôpitaux, les diagnostics. Elle vit comme elle a toujours vécu, selon ses règles, même si elles la détruisent. Un jour, lors d'un dîner mondain, un ami remarque qu'elle tremble en tenant son verre. Elle répond simplement « Ce n'est rien, c'est la mémoire du corps. Il se souvient des tremblements du cœur. » Et elle rit. Mais c'est un rire qui ne trompe personne. Autour d'elle, les grands noms disparaissent les uns après les autres. Malle meurt en 1995. Truffaut est déjà parti depuis 1984. Même Cardin, qui l'avait tant aimé, finit par ne plus l'appeler. Elle se retrouve seule, dans un Paris qui a changé, dans un monde qui ne l'écoute plus. Ses derniers rôles sont rares, presque fantomatiques, des apparitions plus que des performances, des présences, comme si elle venait saluer une dernière fois en silence, mais derrière les apparences, une vérité s'installe. Jeanne Moreau n'est plus la femme que le cinéma convoite. Elle est devenue la femme que le cinéma a oubliée. Et cette femme-là souffre, mais ne le montre pas. Jamais. 31 juillet 2017. Il est 10 heures du matin, à Paris. Dans un appartement discret de l'avenue Montaigne, au 8e étage d'un immeuble cossu, la concierge frappe à la porte. Pas de réponse. Depuis 2 jours, aucun signe de vie. À l'intérieur, un silence lourd. Sur la table, un livre entrouvert. Un verre d'eau à moitié vide. Et Jeanne, allongée sur le canapé, comme endormie. Seule. Complètement seule. C'est ainsi que s'achève la vie de celle que l'on appelait la dernière grande dame du cinéma français. Pas de cérémonie officielle, pas de famille autour,
quelques proches seulement, une poignée de fidèles venus saluer une légende que la France avait presque oubliée. Il n'y a pas eu de cris, pas de drame spectaculaire. Juste un souffle qui s'est éteint. Les médecins parlent d'un arrêt cardiaque, mais ceux qui la connaissaient vraiment disent que Jeanne s'est éteinte d'usure. Usure du cœur, usure du silence, usure de la solitude. Elle n'avait ni mari ni enfant. Elle l'avait voulu ainsi, disait-elle, mais certains jours, elle écrivait à des amis « J'ai l'impression d'être une pièce vide dans un théâtre fermé ». Elle avait 89 ans, et jusqu'à la fin, elle avait refusé toute aide, toute infirmière, toute surveillance. Elle voulait mourir comme elle avait vécu, libre, même si cette liberté avait le goût amer de l'abandon. Dans les jours qui suivent, les hommages affluent. Les journaux titrent « Jeanne Moreau, la voix d'une époque ». Une étoile s'éteint. Elle incarnait la femme libre, sensuelle, intellectuelle. Mais ces mots arrivent trop tard. Elle ne les lira jamais. Ces dernières années avaient été discrètes. Très peu de photos, très peu d'interviews. Un effacement progressif, comme si elle s'était elle-même retirée du monde. Certains disent qu'elle avait peur de vieillir. D'autres, qu'elle en avait simplement marre d'être regardée. Mais une chose est sûre. Elle n'a jamais cessé de penser, de lire, d'écrire. Jusqu'à la fin, elle restait en dialogue avec les mots. Pas avec les hommes. Dans son appartement, on retrouve des carnets, remplis de phrases inachevées, de réflexions sur la mort, sur l'oubli, sur le vide. Une page griffonnée à la hâte dit « La vie est un rôle qu'on ne m'a jamais vraiment écrit. Alors, j'ai improvisé. » Et peut-être que c'est ça, Jeanne Moreau. Une improvisation sublime, douloureuse, inimitable. Un cri silencieux dans un monde qui préfère le bruit. Elle n'a pas eu de funérailles nationales. Pas de cortège. Pas de grand discours. Juste un rideau qui tombe. En douceur. Sans applaudissements. Aujourd'hui, on parle encore de Jeanne Moreau. Mais que retient-on d'elle vraiment? Pour certains, elle fut une voix, grave, envoûtante, un timbre qui caressait les silences et brûlait les évidences. Pour d'autres, un visage, celui d'une femme libre, au regard insolent, indéchiffrable, un visage de cinéma, mais aussi de douleur. Mais au-delà des images, des rôles, des titres de gloire, que reste-t-il? Peut-être une leçon, celle d'une femme qui n'a jamais plié, jamais joué le jeu des apparences, jamais fait semblant d'être heureuse quand elle ne l'était pas. Elle a inspiré des générations d'actrices, de femmes, de créatrices, non pas parce qu'elle possédait, mais parce qu'elle refusait de vendre. Son héritage, ce n'est pas un style, c'est une exigence, un feu intérieur. Elle disait « Il faut vivre sans masque, même si le monde préfère les déguisements. » Et peut-être que c'est là sa plus grande audace. Être resté vrai, même quand cela lui a coûté la solitude, même quand cela lui a fermé des portes, même quand cela l'a laissée seule face à elle-même. Jeanne Moreau n'était pas seulement une actrice, elle était un refus, un éclat, un mystère. On l'aimait peut-être pour ses rôles, mais on ne l'a jamais vraiment connue. Et c'est peut-être mieux ainsi, car certaines étoiles brillent plus fort quand on les regarde de loin.